et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information aujourd'hui, nous l'ouvrons par Madagascar où les Malgaches ont commencé à voter ce 7 novembre 2018. Ceci est pour le premier tour de la présidentielle. Et donc dans cette course à la magistrature suprême, nous avons 36 candidats et 3 anciens chefs d'État fondant figure de favoris dans ce pays politique, à l'histoire politique mouvementée. Et donc, nous avons des envoyés spéciaux à Madagascar, Antananarivo. Nous retrouvons donc Guy Fondop à l'instant. Guy Fondop, nous vous saluons et nous aimerons que vous nous fassiez le point sur cette première journée de vote à Madagascar. Bonsoir Marie-Estelle Oum, merci de nous retrouver ici à Antananarivo. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville où les bureaux de vote sont déjà fermés en ce moment. Il ne reste plus à l'intérieur que les personnes qui ont été admises à la dernière minute pour exercer ce devoir citoyen. Une fois que ces personnes auront voté, eh bien, ce sera la fatidique épreuve du dépouillement qui sera lancée à travers le territoire malgache. Et au terme de ce dépouillement, les premières tendances tomberont de savoir qui pourrait s'être imposé, pourquoi pas dès le premier tour dans cette élection présidentielle qui se passe à 2 tours si jamais aucun des candidats n'obtient la majorité absolue dès le premier tour. Alors Guy Fondop, vous ne partez pas, nous restons avec vous et dites-nous quelle est la tendance de la participation de la population malgache à cette première journée aux urnes. Estelle, vous faites bien de le dire, ce fut une très très grande journée électorale ici à Antananarivo, en tout cas dans les bureaux de vote où nous sommes passés. On a constaté une forte mobilisation des Malgaches qui se sont rendus aux urnes très très tôt. On a vu des files d'attente devant certains bureaux de vote dans l'arrondissement d'Antananarivo 2 où on voyait des personnes mobilisées très tôt le matin pour se rendre donc aux urnes et élire le nouveau président de la République. Les candidats également ont voté, notamment le président sortant, Henry Rajaona Rimampianina, qui s'est rendu au bureau de vote de Ntsiza Nana dans le 2e arrondissement, toujours vers 10 h du matin, et a donc voté en compagnie de son épouse. La participation aussi en dehors d'Antananarivo était remarquable. On s'est rendu notamment dans une mairie située à peu près 18 km de la capitale, et sur place, on a vu également un engouement assez important des populations autour de la question électorale et bien sûr de l'élection de ce président de la République qui est attendu ici, et dire que voilà, les Malgaches veulent avant tout la paix, ils le disent et le redisent encore, ils veulent une consolidation de la paix parce qu'ils se disent eh bien, épuisés des crises post-électorales qui succèdent, n'est-ce pas, pratiquement chaque élection ici présidentielle, ici à Madagascar. Ils se disent donc fatigués de ces tensions électorales. Ils veulent maintenant la paix, mais ils veulent également une consolidation de la croissance économique qu'a connue le pays ces dernières années, autour de 5,5%. Ils voudraient davantage d'emplois, particulièrement ici les jeunes et également les femmes qui en souffrent énormément. Donc ils voudraient, en d'autres termes, un changement, mais surtout une consolidation des valeurs qui ont déjà été acquises. Ici, à Antananarivo, au compte de la télévision panafricaine, Abdoulaye Sado, le directeur général d'Afrique Média, Milord Chida, Guy Fondop pour Afrique Média TV. Merci à vous Guy Fondop pour ce compte rendu de la première journée de vote à Antananarivo. Étant là-bas, donc vous avez profité pour tendre votre micro à quelques personnes à Antananarivo. Justement, il était question de savoir ce qu'ils pensaient de cette première journée de vote et surtout du dispositif. Nous les écoutons à votre micro. Oui, puisqu'on est un citoyen malgache, on devrait participer à l'élection présidentielle qui se déroule là, ici maintenant, même s'il y a des petits problèmes qui se passent pour la nation, quand même il faut participer en tant que citoyen. Ça s'est passé bien normalement et ça m'a pas pris d'une minute de voter parce que je connais déjà mon choix et j'avais pas eu l'embarras du choix. Aujourd'hui, on va voter le président de la République de Madagascar. Et c'est ça parce que notre droit,
c'est de participer aux lois, surtout au niveau de la Constitution. Tous les Malgaches qui sont majeurs et puis aussi ont le droit de voter. Donc, nous pouvons voter. Je pense que pour cette fois-ci, à Madagascar, ça s'est bien passé, c'était bien organisé et il n'y avait pas de problème particulier. Rappelons que Guy Fondop est l'un de nos envoyés spéciaux à Madagascar pour la couverture de ce scrutin présidentiel donc, qui aura pour objectif d'élire le futur président de la Grande Île. Après Madagascar, donc, nous mettons le cap au Cameroun, où le président Paul Biya a rempilé pour un 7e mandat. Et il a donc réitéré sa volonté de participer au développement de son pays. Et c'était ce 6 novembre 2018, lors de sa prestation de serment au Palais des Verts de Ngoakele. Albert Patrick Eya, notre correspondant à Yaoundé sur place, revient donc sur cette cérémonie de prestation de serment de Paul Biya. Et de 7 pour Paul Biya. Le président réélu à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier a prêté serment pour un nouveau septennat ce 6 novembre 2018 à l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour la 7e fois donc, devant un parterre de parlementaires de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et de toutes les autres autorités camerounaises, le président de la République du Cameroun a pris ses engagements vis-à-vis du peuple envers qui il voudrait améliorer les conditions de vie. Il a entendu les cris et les pleurs du nord-ouest et du sud-ouest. Il a dit: mon peuple souffre dans le nord-ouest à cause des entrepreneurs de guerre qui ont mis le pays à feu et à sang et qui tuent et qui pillent. Il a dit: je vous ai compris. Dans un premier temps, je demande aux entrepreneurs de guerre de déposer les armes et de sortir de la forêt. Une cérémonie solennelle donc, avec en bonne place la revue des troupes et les honneurs militaires à l'endroit de celui-là même qui, avec 71,28%, a vaincu 8 autres candidats au terme de ce processus électoral qui vient donc ainsi de se clôturer de la plus belle des manières avec le triomphe du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un parti qui a donc pris d'assaut la capitale camerounaise, partant du palais de l'Unité au palais de verre de Ngoakele. Tout le long de l'itinéraire, il a salué son champion, qui était pour la circonstance accompagné de la première dame, Madame Chantal Biya. Une belle fête donc, qui ouvre ainsi une nouvelle ère au Cameroun, dans l'espoir que les fruits ne feront que tenir la promesse des fleurs. C'est donc un nouveau mandat plein de challenges qui attend Paul Biya, le président de la République du Cameroun, à la tête de son pays. Plusieurs personnes invitées à cet événement se sont donc exprimées sur ces différents challenges qui attendent le président de la République durant son mandat de 7 ans. Nous regardons donc ce reportage signé une fois de plus par Patrick Alberia. Ce fut une très belle cérémonie. La prestation de serment de Paul Biya ce 6 novembre 2018. Et en termes d'enseignement, ceux qui étaient conviés en gardent de très bons souvenirs. Vous savez, il y a eu la convocation du corps électoral, il y a eu la campagne électorale, il y a eu l'élection, il y a eu le contentieux électoral, il y a eu la proclamation des résultats et aujourd'hui c'est la prestation du serment du chef de l'État. Donc c'est un happy end et je crois que le peuple camerounais a une fois de plus témoigné sa confiance au chef de l'État. Des leçons, des engagements, mais aussi des positionnements politiques pour l'homme du 6 novembre 1982 et bien compris par ses lieutenants. À quel niveau la démocratie camerounaise cette élection mettons-nous toujours pareil. Dans notre secteur,
Et même les partis alliés étaient aussi de la fête et semblent eux aussi avoir bien perçu le message. Il a dit que la décentralisation va être accélérée. Il va prendre des mesures, n'est-ce pas, pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales. Et je pense que ça, c'est un message très fort. Parce que s'il le fait, les frustrations et les aspirations de nos populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest auront été prises en compte. Le président a dit « je vous ai compris ». On comprend donc qu'il s'agit là d'une victoire d'équipe et chacun a le droit d'en attendre. C'est cet engagement du chef de l'État qu'il a pris devant la nation camerounaise au sujet de la sauvegarde de la souveraineté du peuple camerounais. Le peuple camerounais, du moins celui qui soutient Paul Biya, était donc à l'Assemblée nationale. Et comme l'a rappelé Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale, Paul Biya, le président de tous les Camerounais, même ceux qui ne l'ont pas voté, a donc prêté serment. Et ils sont tous en droit aussi d'en attendre beaucoup de ces réalisations pour que leur vie puisse changer au quotidien. Les dernières personnes sont donc en train de sortir de l'hémicycle de Bouekele qui a abrité ce 6 novembre la prestation de serment du président réélu Paul Biya, qui a donc juré devant le peuple de pouvoir assurer la prospérité du pays et d'assurer la sécurité également. Il a fait un bref bilan de son action au cours de ces dernières années, mais aussi planter le décor pour ce que sera ce nouveau septennat qui est baptisé sous le triptyque des grandes opportunités. Paul Biya a donc été clair, il s'est adressé aux Camerounais dans leur ensemble. Il a surtout envoyé un message de paix à l'endroit des sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est dire que cette date restera mémorable dans l'histoire contemporaine du Cameroun. Paul Biya a prêté serment pour la 7e fois et on attend maintenant les retombées de ce nouveau septennat. Depuis l'Assemblée nationale au Cameroun pour Afrique Média, Marie-Pascaline Gokam, Albert Patrick, Péa. C'est également un 6 novembre que Paul Biya occupait pour la première fois le siège de la magistrature suprême. Et c'était un 6 novembre 1982. Et les militants du RDPC du Mfundi à Yaoundé ont donc profité de cette occasion pour fêter le 36e anniversaire de l'accession au pouvoir de Paul Biya. C'est un reportage de Patrick Alberia. À l'instar de toutes les autres sections à travers le Cameroun et à l'étranger, la section RDPC du Mfundi 2 a célébré avec faste et solennité le 36e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya. C'était au carrefour de la sous-préfecture de Tchinga, à Yaoundé. Une occasion aussi pour le président de section Lucas Samba de remercier l'Éternel pour le président Paul Biya qui venait juste de prêter serment pour la 7e fois consécutive. Que le bon Dieu a pu protéger le chef de l'État. Quel bon climat. La santé jusqu'à ce jour pour qu'il puisse encore davantage travailler pour notre pays. Disons que c'est une journée de fête, une journée de gloire, une journée qui présume encore un travail à faire pour satisfaire toujours les Camerounais. Les militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ainsi que des partis alliés sont donc sortis de tous les coins et recoins de cet arrondissement pour se donner rendez-vous en cette place mythique de la sous-préfecture de Tchinga. Question donc de fêter par la plus belle des manières l'an 36 de Paul Biya au pouvoir au Cameroun. On a donc chanté, on a dansé, on a surtout bu et mangé. Une fête dans sa totalité qui venait s'accoupler à la prestation de serment pour le 7e mandat de Paul Biya à la tête du pays. Et dans le Mfundi 2, on est content parce qu'on estime avoir travaillé pour que cette élection soit une réalité. À présent, les militants de cette section, comme tous les autres, vont continuer à soutenir leur champion pour les 7 prochaines années de ce nouveau septennat des grandes opportunités. Au
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a été désigné comme médiateur des pourparlers de paix lors de la rencontre à Khartoum entre le gouvernement et les États soudanais des rebelles de l'Ouest, du Sud, Est et de l'Est. C'est un reportage signé par Lydia Ndidi. Œuvrer pour un retour au plus tôt et efficace chez son voisin, le Soudan. Telle est la mission formelle assignée à Salva Kiir, le nouveau médiateur des conflits au Soudan. Le chef d'État sud-soudanais a accepté cette mission et il exécutera cette tâche dès la semaine prochaine à Juba, où les délégations de l'opposition et les délégations gouvernementales entameront des pourparlers de paix. La médiation de Salva Kiir s'engage alors que le Soudan est en proie à une crise économique et désireux de voir le pétrole couler à nouveau depuis le Soudan du Sud, a joué un rôle de premier plan dans les négociations qui ont mis fin à la guerre civile qui a éclaté dans le Soudan du Sud en 2013. C'est donc un retour à l'ascenseur. Salva Kiir semble en effet être la personne indiquée vu le succès enregistré dans son propre pays avec l'accord de paix signé avec son rival Riek Machar. Depuis le 31 octobre, le Soudan du Sud est en paix, de quoi inspirer le pays frère, le Soudan, marqué par des atrocités à caractère ethnique et qui a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à s'enfuir. Salva Kiir est attendu sur un autre succès de cette nouvelle charge de médiation. Aux Comores, donc, les Comoriens peuvent désormais demander un visa pour la France. L'information a été rendue publique ce 6 novembre 2018, ceci dans une déclaration conjointe entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Les détails dans ce reportage que signe Halid Mama. Cet accord sur la libération des visas français aux Comoriens est une volonté pour les deux pays d'engager une nouvelle dynamique de partenariat. À titre d'exemple, les deux États expriment leur volonté de faciliter des migrations légales et maîtrisées. Dans le même sillage, la sauvegarde des vies humaines en mer et la lutte contre le trafic d'êtres humains feront suite à des engagements que prendront la France et les Comores. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères. Il faut dire que l'accord des visas pour la France aux Comoriens avait été interrompu il y a un semestre. Ceci en réaction à une note des autorités comoriennes qui interdisait le rapatriement de ses citoyens expulsés de l'île Mayotte. Cette note d'interdiction a été levée après plusieurs périodes de dialogue entre les deux pays. Précisons que cette décision de délivrance des visas français aux Comoriens présente brièvement les axes de coopération sur lesquels les deux États se sont arrangés. Ces axes seront déblayés dans un document qui paraîtra ultérieurement. Au Bénin, après sa participation au G20 Afrique en Allemagne, le président Patrice Talon sera une fois encore absent du territoire national. En effet, le chef de l'État effectue du mercredi 7 au vendredi 9 novembre 2018 une visite de travail à Oslo en Norvège. Et cette visite de travail annoncée par le compte rendu du Conseil des ministres du mardi dernier 6 novembre 2018 s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays. C'est donc une occasion pour le président Patrice Talon d'aller à la rencontre des investisseurs privés de ce pays. Et quand on sait qu'il tient à la réalisation de son programme d'action, on peut dire qu'il mettra les petits plats dans les grands pour revenir les bras chargés. Toujours au Bénin, un député, il s'appelle Atao Inuho. Il a donc été condamné à 6 ans de prison, ceci pour fraude douanière. Et il a donc également été condamné pour trafic de faux médicaments. Avec cette peine de 6 ans de prison, son avocat compte faire appel. Les détails avec Junior Wafo dans ce reportage qu'il signe. Le verdict est tombé mardi 6 novembre 2018. Après plusieurs mois de procédure judiciaire, Mohamed Atao Inubo, député béninois, écope de 5 ans de prison ferme pour trafic de faux médicaments, plus 1 an pour violence envers les forces de l'ordre, qui porte le total de sa peine à 6 ans.
Outre les 6 années de prison, l'intéressé devra aussi payer une amende de 3 milliards de francs CFA à la justice de son pays. Dans le cadre du lancement de l'opération Pangea 9 au début de l'année 2017, qui visait à combattre le trafic de médicaments au Bénin, le domicile de M. Atao avait été perquisitionné en son absence le 7 décembre 2017. Selon la police, 150 tonnes de produits pharmaceutiques illégaux avaient été saisies. Malgré une telle peine, ses avocats n'excluent pas la possibilité de faire appel de cette condamnation. De juin à novembre dernier, le député avait assisté à son procès en fauteuil roulant suite à un séjour hospitalier. Au vu des diverses interventions de la classe politique béninoise, l'affaire Atao divise jusqu'au sein de l'Assemblée nationale. En Namibie, le pays était le dernier État africain à faire partie de la liste de l'Union européenne sur les paradis fiscaux. Elle en est donc sortie ce 6 novembre 2018, ceci après avoir répondu aux attentes de l'Union européenne. C'est un reportage de Lydiane Dedi. Mardi 6 novembre 2018, date inoubliable pour la Namibie. Le pays est épargné des paradis fiscaux européens. La Namibie peut désormais de nouveau, depuis hier mardi, recevoir des fonds venant des institutions européennes. La bonne nouvelle est tombée à l'issue d'une réunion des ministres des Finances de l'Union européenne. Le Conseil Affaires économiques et financières de l'Union européenne a entériné le retrait de ce pays d'Afrique australe de la liste des États jugés non coopératifs en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale suite à des engagements pris par Windhoek pour réformer sa loi et ses pratiques. Il y a un an, lorsque la Namibie a été placée sur la liste noire des paradis fiscaux, Windhoek avait hurlé au scandale avant de se justifier. Le ministère des Finances avait bien reçu les demandes d'explication de l'Union européenne. Il y avait bien répondu, mais il n'avait pas encore transmis sa réponse à Bruxelles. Entre-temps, la réponse est parvenue à Belgique, ainsi qu'une série d'annonces spectaculaires visant à réformer la fiscalité, parfois lassiste de la Namibie. Ainsi, les zones franches industrielles ont vu leur statut modifié et les failles juridiques comblées. Et la situation de la Namibie a été régularisée. 5 pays seulement restent désormais sur la liste. La Samoa, les îles Samoa américaines, les îles Vierges américaines, l'île de Guyane et la Trinité et Tobago. Ces territoires ne respectent aucun des critères de bonne gouvernance fiscale définis par l'Union européenne, notamment appliquer des standards d'échange automatique de renseignements financiers établis par l'Organisation de coopération et de développement économique, comptes bancaires ouverts par des non-résidents, parts de sociétés et autres. S'engager à mettre en place les lignes directrices de lutte contre les pratiques d'évasion fiscale des multinationales et éviter de favoriser l'implantation de sociétés offshore. Ces pays encore blacklistés ne peuvent donc pas recevoir de fonds venant des institutions européennes. Au moment de sa publication le 5 décembre 2017, cette liste comptait 17 pays. Entre-temps, 12 pays l'ont quittée après s'être engagés à coopérer, comme c'est le cas aujourd'hui de la Namibie, qui peut de nouveau espérer de l'aide de la part des pays d'Europe. Au Mali, près de 2000 élèves dans l'est du pays ont donc été privés d'école. En effet, une vingtaine d'établissements ont été fermés après le passage d'un groupe djihadiste dans certaines localités du pays. C'est un reportage de Junior Wafo. C'est dans la localité de Toubakoro, située à 140 km de Bamako, que les djihadistes ont réussi à créer la peur chez les habitants. Peur qui a entraîné la fermeture de nombreuses écoles, empêchant ainsi les enfants de recevoir une éducation digne de ce nom. Dans cette région, les enseignants qui ont reçu l'instruction de troquer leurs livres contre le Coran ont préféré fuir pour sauver leur vie. Cette montée des djihadistes intervient au moment où les autorités maliennes tentent de réaffirmer l'autorité de l'État dans le centre et le nord du pays, où près de 750 écoles sont toujours fermées. Dans ces régions, où des milliers d'élèves ne peuvent plus aller à l'école, les autorités indiquent qu'un détachement de l'armée a été envoyé pour rétablir l'ordre. Il est aussi important de rappeler que c'est la première fois que les menaces terroristes entraînent la fermeture des écoles dans des zones aussi proches de la capitale malienne.
C'est avec ce reportage sur la menace terroriste au Mali que nous mettons en thème à ce bulletin d'information langue française sur Afrique Média. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.